Donne-moi ta main, ma chérie. Viens, ma Valentine. C'est du sable. C'est pas Les peintures, on le sait à l'époque, qui sont alors l'œuvre de nos ancêtres directs, les hommes de Cro-Magnon, les hommes modernes précisément. Et si ces lieux n'étaient pas habités, beaucoup vous en parleront alors plutôt comme des lieux à connotation sacrée, presque comme des sanctuaires préhistoriques. Alors après nos ancêtres, en revanche, il faut attendre ici beaucoup plus tard, donc plus récemment pour nous, le XXe siècle, octobre 1920 précisément, pour que la grotte soit redécouverte tout à fait par hasard, lors de travaux qui vont ainsi provoquer un effondrement de la voûte d'ici jusqu'au fond, 60 mètres de longueur. Donc, sachez qu'on ne se perdra pas, c'est pas possible. Donc on n'ira pas non plus très loin pour des déplacements. Et c'est aussi ce qu'on va appeler dans ces lieux une grotte de surface, parce qu'elle n'est pas très profonde. Vous avez marqué qu'on est arrivé sous terre à l'instant. On est à peine au grand maximum ici à 10 mètres de profondeur. Et en 1920, c'est surtout grâce à ces peintures dont la présence est avérée alors, dans des peintures datées. La présence toujours de stalactites bien visibles. Alors les compressions, je rappelle, mais vous savez je pense, qui naissent toujours de l'infiltration des eaux de pluie. À travers, j'ai beaucoup de la roche calcaire ici. Alors maximum d'épaisseur de voûte 10 mètres, au minimum à peine 80 cm par endroit. Donc quand il pleut, c'est quand même assez variable. L'eau des fois arrivera ici quelques heures après, voire aussi plusieurs jours ou semaines après, par un goutte à goutte très irrégulier au niveau des stalactites. Et c'est aussi en soi un phénomène chimique naturel qui est assez lent, parce qu'il faut d'une part que l'eau en question traverse donc la roche d'épaisseur différente, on l'a compris. En même temps, cette eau dans la roche charge en ce qu'on appelle du carbonate de calcium, mais c'est seulement lorsque la goutte d'eau arrive ici au contact de l'air, là où la goutte d'eau en général. On sait comme le principe de l'entonnoir, d'un petit tuyau. L'eau elle passe toujours dans la compression, dans la stalactite, jamais à l'extérieur. Ensuite, et très logiquement aussi, lorsque ces gouttes d'eau vont forcément tomber au sol. Et si au contact du sol, l'eau est encore calcaire, même chose à l'inverse. On va plutôt faire en fait ce n'est vraiment qu'évaluer leur croissance approximative à ces compressions. Et dans cette grotte, elle est relativement lente. Et ça veut dire aussi que souvent, quand il fait très fortement dehors, c'est aussi là qu'on arrivera très vite, à peine quelques heures après, par un petit assolement blanc d'apparence, orange, marron foncé. Une couleur qui est souvent vue à des dépôts de sédiments, donc à des sables fortement chargés en fer, que pour beaucoup de bouchons de mer qu'on verra tout à l'heure. Ou alors britanniquement tué par Sarbacane, un petit vélo que vous voyez, pour plus fortement pulvériser les colons. Est-ce qu'il y a pour l'instant des questions, des remarques ici dans le cours suivant cette discipline? Non. Alors, je vais maintenant faire ici une toute petite parenthèse. On va lever les yeux quelques instants vers cette paroi de deux petits fossiles marins qui sont beaucoup plus vieux que la grotte. Cela date au moins de l'ère jurassique, donc bien plus de 100 à 160 millions d'années. Une époque, on a encore des mers avant la grotte. C'est très petit à repérer quand même. Alors, vous voyez d'abord cette forme un petit peu plus blanche et allongée d'un poisson et uniquement de ces arènes qui ont là été pétrifiées, fossilisées à l'intérieur. On est de glace, si on y monte, c'est ce qu'on peut trouver les mains. Ou alors aussi comme plutôt bateau, plutôt que les monter du tout. On a ici. Écoutez, c'est un peu moyen. Et dans celle-ci, on remarque quand même, c'est la hauteur, cette formation de calcaire. Un tout petit point rouge, une dizaine disposée ici. Ça, c'est ce qu'on va appeler des ponctuations dans l'art de la préhistoire. Vous avez là des dessins d'environ 25 000 ans, obtenus, j'en parlais tout à l'heure, par soufflage par Sarbacane, précisément. Alors, ces ponctuations, vous en verrez dans d'autres grottes préhistoriques, ce n'est pas unique ici de ceci. Mais rappelez-vous qu'on ne fait au mieux qu'interpréter le dessin, parce qu'on ne connaît encore pas le sens. On verrait également l'art plutôt comme un art à connotation sacrée, spirituelle, voire chamanique parfois. On verra après là-bas les peintures noires, notamment les animaux, voir un cheval peint, souvent c'est beaucoup moins évident voir des petits points quand on a l'élaboration. Est-ce que c'est bon pour ceci? Vous n'avez pas de questions? Donc on va après s'avancer jusqu'au bout là-bas, jusqu'au fond, pour ajouter quelques mots. Pour en fait récupérer un peu plus d'eau de pluie, parce que pour on aura de l'eau qui va rester sur place aussi, et bien l'évaporation se fera ainsi toujours bien dans la grotte. Et la grotte sera même toujours bien
débrayez ça encore bien, ça va dans ces photos-là. Mais c'est quand même pas toujours facile à faire parce que ça demande toujours un traitement, quoi qu'il en soit, fragile et sensible. On n'est jamais à l'abri de quelque opération que ce soit de ces effets-là. Ça va toujours. Vous levez les yeux tout dessous, là, elle est bien cachée parmi les stalactites. Vous avez une petite chauve-souris. Vous avez là une petite fistrelle pour l'espèce. Sachez qu'il y en a. Alors vous avez là en fait une racine, et ceci c'est du chêne. Presque pétrifié, je vais dire. Donc au départ, si vous voulez, c'est d'abord la racine du chêne. Donc à voir, ça reste quand même discret tel quel. Et voilà pour cette curiosité, je vais dire ici. Si vous tapez sur la voûte, je n'ai pas peur pour les compresseurs parce que vous les casserez pas, elles sont grosses. Par contre, ça va très mal, c'est ça qui s'arrête derrière, donc faites attention. On a d'abord un dessin qui se tient ici, hein, et le second qui est juste dessous. Alors le premier, en général, est quand même le plus familier à vous. Voilà. Vous avez ici, en effet, ici figuré, l'empreinte d'une main gauche, une main d'homme selon nous. Donc technique du pochoir de l'époque. Vous avez compris le principe. Hein. Alors je rappelle qu'au départ, l'homme a d'abord posé la main sur la paroi. J'expliquais donc tout à l'heure la coloration préparée, mélangée, qu'on pouvait aussi mettre en bouche directement pour après la souffler à même la main. Techniquement, on obtient les contours en couleur, mais pas la même. Hein. Voilà pourquoi cette main est dite négative aujourd'hui. Qui dessous est complétée de noir. Cette partie, c'est son encolure, le cou, hein, figuré si vous voulez. À l'avant de l'encolure, mais bien plus discrète, on devine l'oreille qui pointe, sous laquelle se place la tête, légèrement penchée. Premier animal, je vous l'entoure. Il se tient à gauche et il faut le dissocier de l'autre en face. Est-ce qu'il y en a un que vous reconnaissez? Animal ici. Avez-vous une idée de ce que c'est? Cheval. Cheval de quel côté? À droite. Voilà. Alors ceux qui n'auraient pas reconnu en effet ici se prend place en effet un cheval. Un dessin qui est incomplet d'ailleurs. À l'époque, vous verrez beaucoup de figurations comme ça qui restent inachevées. Vous avez un cheval qui est peint dans sa partie avant. C'est ce qu'on appelle le protomé de l'animal. Là, vous n'avez que la tête et l'encolure. Alors pour bien le repérer, hein, si ce n'est peut-être pas encore fait de tous, démarrez de ce petit trait ici horizontal. Ça, c'est le départ de son dos qui est figuré. Comme il n'est peint que la partie avant de ce cheval, du dos, vous revenez à gauche vers l'encolure, bien courbe. L'encolure, elle est marquée de légers points noirs ici, qui vont ainsi suggérer la crinière. Et vous avez à l'avant l'oreille qui ressort en pointe. Est-ce que vous me suivez à peu près jusqu'ici? Oui. On a après une tête dessous qui prend place, tête complète et très en détail. Hein. Là, vous retrouvez la crinière noire qui couvre le front. Dessous, vous avez même l'œil, par ce petit point. On descend jusqu'aux naseaux, proche de lèvres très épaisses. Là, on passe sous la tête pour arriver devant au niveau du cou, les plus bas du poitrail. Hein. Donc, vous avez là quand même un cheval incomplet, il est vrai, mais je pense plus net à visualiser que le premier qu'on a vu à l'instant. Techniquement, celui-ci est plus élaboré, hein, avec un rendu quand même beaucoup plus réaliste. Par contre, en face, donc à gauche, c'est un peu plus délicat, et même pour nous, hein, soyez rassurés quelque part. Alors, au mieux, ce que l'on verrait ici aujourd'hui serait bien, je vous l'ai dit, un animal. Alors, cet animal, selon nous, il pourrait être, et là je dis bien il pourrait, hein, parce qu'on est encore sûr de rien, être un cervidé, à savoir un cerf. On repart donc du trait de droite, qui ici pourrait éventuellement définir la partie avant de l'animal. Et vous avez au-dessus un quatrième trait ici, donc une partie un peu plus épaisse, apparaissant parallèle au dos, qui peut s'apparenter au bois, aux ramures, au bout desquelles on voit là-bas une masse plutôt épaisse et ovale, pouvant alors suggérer une tête. Tête ainsi jointe au bois, plus ou moins l'effet d'un brame du cerf dans la figuration. Alors la réponse que je vous donne pour cette peinture particulièrement ici, c'est encore la meilleure conclusion que l'on a pour vous l'expliquer. Hein. Donc là, je vais vous dire qu'il s'agit peut-être, et seulement peut-être, d'un cervidé schématique. Hein. Pour l'instant, des fois, on n'est pas tous d'accord sur cette identification, précisément. Il y a encore un point d'interrogation qui reste sur ce dessin. Hein.